On retrouve Clotilde Bigot. Bonjour Clotilde, correspondante de BFM TV au Liban. Je l'évoquais depuis ce matin, l'armée israélienne qui a multiplié ses frappes depuis hier sur Beyrouth. Le dernier bilan, 11 morts, au moins 11 morts et 63 blessés. Oui, exactement. Depuis hier et même depuis avant-hier, il y a eu de nombreuses frappes, donc généralement sur la banlieue sud de Beyrouth. En fait, ce que fait l'armée israélienne, c'est qu'elle émet un avis d'évacuation et après, les habitants qui sont dans les zones à évacuer ont quelques minutes ou quelques heures tout au plus pour quitter leur domicile avec toutes leurs affaires. Et ensuite, cette zone se fera bombarder. Ce qui s'est passé à 4 heures du matin ici, heure de Beyrouth, c'est complètement différent. Il n'y a pas eu d'ordre d'évacuation et c'était un quartier, le quartier de Basta, qui est assez proche du centre-ville historique de Beyrouth. Et c'est un quartier extrêmement résidentiel. On parle d'un bâtiment de 8 étages qui s'est effondré. Et donc, on attend, pour l'instant, le bilan est de 11 victimes et 63 personnes qui ont été blessées. Mais évidemment, ce bilan va s'alourdir dans les heures à suivre, car les secours sont à pied d'œuvre maintenant, en train de chercher de possibles survivants, sachant qu'il n'y en a forcément pas beaucoup. Merci beaucoup Clotilde pour ces précisions au direct de Beyrouth. Bonjour Tamar Sobok, consultant de BFM TV pour Israël. Dans un instant, j'accueillerai William Bourdon qui est avocat à la Cour pénale internationale. Avant ça, Jérôme, une question simple. On arrive à comprendre l'objectif israélien de frapper, et ça a encore été le cas ce matin, le sud de Beyrouth, c'est-à-dire le fief du Hezbollah. Le centre résidentiel de Beyrouth, est-ce qu'il y a un objectif particulier ? Ben là, c'est toute la question, parce qu'effectivement, autant on comprend qu'Israël cherche à faire une guerre d'attrition contre le Hezbollah, et le sud de Beyrouth est particulièrement concerné, à la fois pour des quartiers généraux, des centres financiers, on l'a vu dans les semaines qui ont précédé, éventuellement des stocks de munitions ou de ressources qui pourraient être dissimulées. Là, il serait intéressant d'avoir la déclaration du porte-parole de Tsahal pour savoir pourquoi cet immeuble civil, vraisemblablement de civil, a été ciblé. Il doit y avoir de près ou de loin, un lien avec le Hezbollah. S'il y en a un, eh bien, toute la question des dommages collatéraux et du taux de dommages collatéraux se posera, ce qui est exactement la question qui va être au centre du mandat d'arrêt en fait de Benyamin Netanyahou par la CPI, et on aura l'occasion d'en reparler. Mais si Tsahal n'est pas en mesure d'instruire et de justifier la raison pour laquelle elle a frappé cet immeuble-là, ça risque d'alourdir le dossier du régime israélien. Eh bien, nous allons pas poser la question directement à William Bourdon. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat à la CPI, donc cette Cour pénale internationale, auteur de Sur le fil de la défense de Raoudi à Snowden, paru aux éditions du Cherche Midi. Est-ce que c'est pour ce type de bombardement que la Cour pénale internationale a donc lancé un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, pas seulement son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et aussi contre le chef du Hamas, M. Daif? Les mandats d'arrêt, ils ont été délivrés après une enquête extrêmement approfondie, très solide, parce que ce qui était en jeu, évidemment, c'était la crédibilité de Karim Khan, le procureur, la crédibilité de la Cour pénale internationale. Et ils ont été lancés, il faut quand même le souligner, pour crime de guerre et pour crime contre l'humanité. On a un peu tendance à l'oublier. C'est-à-dire entrave à l'action humanitaire, exaction, meurtre de civils, bombardement indiscriminé, et évidemment, pour le chef armé du Hamas, le carnage du 7 octobre 2023. Il n'y aurait pas eu de mandat d'arrêt ratifié, c'était la mort de la Cour pénale internationale. C'était l'extinction de sa crédibilité, c'était la disparition de sa dimension universelle, et c'était un cadeau terrible à tous ceux qui parfois, à front renversé, qui peuvent être des ennemis au quotidien, ne cesse de se réjouir du sabotage de tout ce qui inscrit dans la loi internationale un système des normes qui doivent s'imposer à l'ensemble des États de la planète, notamment s'agissant de la prévention et de la répression des crimes les plus atroces, c'est-à-dire le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Ce qui est reproché par certains à ce mandat d'arrêt, c'est de mettre sur un pied d'égalité ou d'équité, en tout cas en apparence, entre le chef d'une organisation terroriste et une personne élue dans ce qui est une démocratie. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de distinguer les deux choses entre le terroriste du 7 octobre et l'auteur de supposés crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? Pourquoi avoir tout mis, mais au même moment, dans le même mandat? Et pourquoi pas délivrer les mandats d'arrêt au même moment? S'ils avaient été délivrés de façon discriminée, échelonnée dans le temps, les critiques auraient plu.
de part et d'autre. Il faut arrêter avec cette idée de mise en équivalence. C'est totalement, excusez-moi, c'est débile. Pardon, mais c'est ce qui frappe, M. Bourdon. C'est quand même ce qui frappe. Non, mais non, c'est ce qui frappe. C'est ce qui frappe dans la rhétorique israélienne. Pas seulement, j'ai pas ce sentiment-là, mais... Attendez. Chaque je vous écoute, je connais ici, pardon. Chaque partie est redevable des crimes qu'elle commet. Voilà, point à la ligne. Il y a un principe d'égalité devant la loi internationale. Ça s'applique pour chaque belligérant. Et donc, chaque belligérant doit rendre compte des crimes qu'il a commis. Et après, se livrer à des hiérarchisations, des mises en équivalence, ça n'a aucune espèce de portée intellectuelle ou juridique. Les juges de la Cour pénale internationale tireront les conséquences en fonction de la gravité des crimes, de leur intensité, de leur caractère systémique, pour chacune des personnes qui sont visées par les mandats d'arrêt. Point à la ligne. Le reste, c'est de la rhétorique. Tamar Sobok, cet mandat d'arrêt a beaucoup fait réagir, on a beaucoup parlé, notamment en Israël, mais pas seulement. Mais on a le sentiment qu'il est à la fois, qu'il ne va pas servir forcément à grand-chose, parce qu'il sera difficilement applicable. Comment on analyse ça? Alors, des choses. Je reviens sur le Liban juste parce qu'Israël annonçait que les cibles étaient Mohamed Haider, qui est un de stratèges du Hezbollah, et aussi qui a des canons iraniens qui ont été trouvés sur la frontière, et que depuis ce matin, il y a des bombardements sur Haïfa. Donc, les choses sont un peu complexes. Sur les ICP, dont la Cour pénale. Il y a deux choses, trois. Le premier, c'est que Israël est quand même un État souverain. On peut pas. Vous avez entendu la réponse de M. Bourdin. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un État souverain qu'il peut faire n'importe quoi. Mais normalement, la Cour pénale, elle intervient quand l'État ne peut pas appliquer ses lois, ce qui est loin d'être l'État d'Israël. Ça veut dire que les autres pays qui ont été jugés, il y a un mandat d'arrêt contre Poutine, c'est Milosevic de la Serbie qui a été jugé, Saddam Hussein, donc il y a une petite différence. Omar el-Béchir. Oui. Du Soudan. Au Soudan, le théâtre d'un des plus grands génocides du XXe siècle, évidemment. Oui. Après, la deuxième chose, c'est qu'en Israël, on considère que ces institutions, depuis très longtemps, sont politisées. C'est la réponse de Benjamin Netanyahu qui dit la Cour pénale internationale, décision antisémite. Non, bon. Non, mais c'est censément. Vous parlez de rhétorique avec M. Bourdon, il faut aussi le rappeler. Mais d'accord, mais je parle de point de vue politique parce que moi, je préfère séparer ces deux notions. On sait déjà, par exemple, que l'Afrique du Sud, qui a initié ces processus, a accueilli Poutine, qui est sous mandat d'arrêt. On sait que la composition de la Cour est très politisée. C'est pareil pour Israël, du point de vue israélien, pour les institutions. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, il y a Koweït, il y a l'Algérie. Enfin, il y a un problème iranien, saoudien, pour les afghan, Israéliens, il y a un problème d'accepter ça comme quelque chose de complètement objectif et qui représente la loi. Maintenant, ce que ça fait, c'est que ça coince aussi le pays européen ou le pays occidental et la négociation. Ça veut dire que Israël ne peut pas accepter des propositions de négociation de pays qui vont dire que son Premier ministre va être arrêté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des négociations sur les Liban qui vont être maintenant, qui sont très avancées et qui vont être arrêtées. Et puis, ça met l'Europe dans une position impossible. Ou le Canada, par exemple, qui a dit qu'elle va arrêter... Ça, c'est le seul, d'ailleurs, la seule démocratie occidentale, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre, qui dit, en gros, si Netanyahou vient sur notre sol, on l'arrêtera parce qu'on doit l'arrêter. Il y a aussi l'Australie, la Belgique, il y a toute une liste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pays? Ils sont coincés entre arrêter un leader d'un État quand même souverain et une décision qui doit être commune. Parce que sans loi commune, qu'est-ce qu'on fait en Occident? Je vois l'analyse de Jérôme Klech et je reposerai la question à M. Bourdon pour terminer. Effectivement, vis-à-vis des démocraties occidentales et européennes en particulier, il y a un problème cornélien. C'est soit effectivement ils arrêtent Benjamin Netanyahou et c'est une situation diplomatique et politique impossible vis-à-vis d'Israël, soit ils ne le font pas, ils se discréditent, j'allais dire, sur la scène internationale en tant que chantre des droits de l'homme, de la défense du droit humanitaire. Eh bien, ça accréditerait la thèse du double standard, du deux poids deux mesures, du Sud global qui s'unit
mis autour de Vladimir Poutine notamment. Donc il est probable que l'issue ne soit pas vraiment dans le droit, mais plutôt dans les faits, c'est-à-dire que concrètement, Benjamin Netanyahou ne se rendra vraisemblablement pas dans les pays des démocraties occidentales. Mais s'agissant des négociations, j'allais dire, le problème est solutionné, puisqu'il peut tout à fait se rendre aux États-Unis, qui ne sont pas membres, qui ne reconnaissent pas la CPI, et qui d'ailleurs se sont insurgés face à cette décision de mandat d'arrêt. Donc il se rendra probablement aux États-Unis le temps qu'il y ait un cessez-le-feu, que la situation s'apaise et que ce mandat d'arrêt soit levé. C'est probablement l'issue qui se dessinera. Maître Bourdon, j'ai deux questions en une. Est-ce que vous étiez conscient à la Cour pénale internationale de cet aspect-là, à savoir parce que ça mettait aussi des États, alors je prends l'exemple de la France puisque nous sommes en France, mais dans cette situation de devoir d'être contraint normalement d'arrêter un Premier ministre, donc en l'occurrence Benjamin Netanyahou, et est-ce que si la situation venait à s'arrêter, s'il y avait un cessez-le-feu, est-ce que ça change fondamentalement la position de la Cour pénale internationale? Écoutez, moi quand j'ai été à Rome au moment où on a célébré la mise en route de la Cour pénale internationale en 2002, chacun, les États, la France, la Grande-Bretagne, les pays européens et bien des pays de la planète se réjouissaient en disant ça va être un facteur de paix, bien sûr. Ça va retenir le glaive. Bien. La première chose qui vient à l'esprit, c'est que la France a été un des pays les plus promoteurs de la Cour pénale internationale. Donc, elle doit arrêter Netanyahou si Netanyahou passe sur le territoire français, comme tous les États partis au statut, et d'ailleurs comme tous les États de la communauté internationale, qui sont liés aussi par la disposition de la charte. Est-ce que la France peut être condamnée pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité si elle n'arrête pas Benjamin Netanyahou, par exemple? Pardon, je vous interromps. Et le fait qu'il n'y ait pas de police internationale n'empêche pas les États de respecter leurs obligations dès lors qu'ils sont les États partis au statut de Rome. Et puis ensuite, on peut penser que maintenant que Netanyahou galant et puis l'infâme personnage du Hamas sont des fugitifs, sont des parias, c'est peut-être de nature à renforcer le camp d'Israël de ceux qui, profitant, on peut le souhaiter, il faut l'espérer, de l'affaiblissement de Netanyahou et de ses alliés suprémacistes et racistes, potentialiser peut-être des canaux de discussion nouveaux pour favoriser enfin la paix. Et puis je termine pour dire, quand Karadzic et Kambladjic signent les accords de paix à Dayton, est-ce que ça a empêché qu'ils soient ensuite incarcérés, jugés? Non, ça ne l'a pas empêché. Donc, un accord de paix n'est pas forcément synonyme d'une absolution de Netanyahou et d'un abandon des mandats d'arrêt, tout en rappelant qu'on n'en est qu'au début et que vraisemblablement il y aura d'autres mandats d'arrêt pour les autres crimes commis par Tsahal, mais aussi par Hamas, mais peut-être aussi le Hezbollah, au Liban, en Cisjordanie, la torture systématique contre les prisonniers palestiniens et parmi eux des journalistes, des médecins, des professeurs qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Et là, dès lors qu'on désigne Israël comme un État moderne, comme porte-avions des valeurs occidentales, comme une démocratie plus ou moins exemplaire qu'elle n'est plus, eh bien, on doit s'attendre à ce qu'un pays qu'on désigne comme une démocratie respecte mieux que ceux qu'il désigne comme des pays barbares la loi internationale et le droit international humanitaire.